Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous parlerons du sujet suivant. Et si la Martinique redevenait une terre d'escale, notamment pour les yachts de luxe? La mer est l'un des axes stratégiques majeurs de notre développement économique. En effet, la zone économique exclusive maritime de la Martinique s'étend sur 47 640 km², soit plus de 40 fois la superficie terrestre de l'île. Et ce potentiel de développement est aujourd'hui peu exploité. En effet, selon une étude ONU menée en 2003, près de 100 000 bateaux transitent dans notre zone et seuls 15 000 font escale chez nous. C'est donc près de 85 000 bateaux qui ne touchent ni nos ports ni nos côtes. Par ailleurs, on observe depuis quelques années une augmentation du transit des yachts de luxe dans la zone. Mais la Martinique ne compte pas parmi les destinataires favoris de cette nouvelle clientèle fortunée qui privilégie nos voisins tels que Saint-Martin ou encore Sainte-Lucie. Pourtant, dans les années 70, la baie de Fort-de-France était le point de rendez-vous de nombreux yachts de luxe. Nombreux étaient les bateaux qui venaient ici s'approvisionner. Que s'est-il passé? Pourquoi aujourd'hui ce marché fait la fortune de nos voisins et pas la nôtre? Quelles sont nos faiblesses? Quels sont les atouts que nous pourrions mettre en avant afin d'attirer cette clientèle créatrice de forte valeur ajoutée? Et si la Martinique redevenait une terre d'escale, notamment pour les yachts de luxe? Avant toute chose, commençons par un état des lieux que nous ferons à l'aide d'une matrice SWOT. Les forces. En premier lieu, prestige et réputation du luxe français. Le savoir-faire du très haut de gamme à la française est très prisé dans le domaine du yachting de luxe. La France bénéficie en effet d'une image particulièrement avantageuse dans ce domaine. Alors pourquoi ne pas en profiter? Ne pas jouer sur ce savoir-faire à la française, le sens et la qualité du service. En second plan vient le patrimoine culturel et les atouts touristiques. La Martinique bénéficie d'une culture et d'un héritage créole particulièrement riche, avec de beaux paysages, une gastronomie et une histoire. Nous avons largement de quoi attirer ces milliardaires en quête de distraction et de découverte. Puis vient la sécurité, la santé et infrastructures existantes en Martinique. Notre département dépend du système français avec une douane, une gendarmerie et un niveau de sécurité encore inégalé dans la Caraïbe. Par ailleurs, nous bénéficions d'une des meilleures offres de santé de la région, avec un aéroport actif 24 heures sur 24 et toutes les structures de sécurité mises en place, centre caribéen pour les secours aux personnes, recherche en mer, prévention de la piraterie. Par ailleurs, la baie du Marin est reconnue par tous les navigants comme ayant la sécurité maritime et la surface nécessaire pour accueillir des yachts internationaux. Alors, voyons maintenant quels sont les obstacles à une montée en puissance du yachting en Martinique. En premier lieu, un système fiscal français contraignant. La fiscalité constitue réellement un frein au développement du yachting en Martinique. En effet, pour ces immenses fortunes, le duty-free reste toutefois une base qui n'est pas proposée sur notre île. Par ailleurs, le prix TTC, par exemple du carburant, est 50 fois plus cher que le prix hors taxe. Ces yachts ont des demandes énormes en consommation, variant de 15 000 à 150 000 litres, ce qui représenterait de véritables apports à l'économie locale. Mais ces derniers s'orientent plutôt vers notre île voisine Sainte-Lucie pour faire le plein. Et l'ironie de la situation est que tout ce carburant vendu à Sainte-Lucie provient de la Sahara. On observe de plus des lacunes au niveau de l'accueil et de la culture du luxe. Le service et l'accueil sont des conditions essentielles dans ce secteur où le client est plus que jamais roi. Pourquoi ne pas proposer des endroits privilégiés où les visiteurs viendraient découvrir notre culture et héritage créole, tant architectural que culinaire? On observe de plus un manque d'infrastructures. Nous manquons de grands pontons adaptés à ces énormes bateaux, mais également une procédure qui permettrait d'accueillir les avions. Tout cela ajouté à la mise en place d'un service de qualité et d'infrastructures adaptées. En effet, afin de pousser ces bateaux à rester plus longtemps, toutes les conditions doivent être mises en place à cette fin. Enfin, le visa Schengen. Dernier point et pas des moindres. La Martinique est, nous le savons, un département français. Toutefois, elle n'appartient pas à la zone Schengen. Un milliardaire peut alors aller en métropole, visiter Paris et s'entendre dire qu'il ne peut pas faire escale en Martinique à moins d'avoir obtenu un visa spécial d'homme. Voilà un autre des facteurs susceptibles de faire fuir cette clientèle à forte valeur ajoutée. Ce
si vous voulez, une fois que vous avez vendu un séjour dans un hôtel, la personne arrive, il n'est pas très heureux, il est bloqué, il a payé l'avion, il a payé l'hôtel d'avance. Mais un bateau, il suffit de dire levez l'ancre, ils s'en vont. Donc, ils ne sont pas définition libre, et donc ça attire des gens qui apprécient ce genre de liberté, qui veut dire qu'il faut qu'on s'organise pour répondre à ces attentes qui sont toutefois toutes simples, pragmatiques, dont Eric a parlé un peu tout à l'heure, les étudiants aussi. Et c'est simplement une question de décider que le développement par la mer, qui est l'objet de cet atelier, est une priorité pour qu'on commence à changer des mentalités et devenir un peu plus pragmatique dans l'application de nos lois, la définition et l'application de nos lois. Voilà. Donc spécifiquement, on a le cas de cette année où un TVA qui est maintenant exigé sur le prix du charter qui marche en Europe parce que les bateaux n'ont pas de choix. Tout le monde veut être sur la Côte d'Azur. Mais ici, ils ont le choix. Donc tous les bateaux nous ont désertés cet hiver. Ils ne sont pas démarrés le charter d'ici. Ça, c'est un très bon exemple. Les étudiants ont parlé du gasoil. Les solutions existent dans la législation. Je viens d'écrire de nouveau au ministre Macron en lui proposant la solution qu'un étudiant en droit maritime nous a aidé à déceler. Maintenant, nous espérons que ça sera entendu. On a de bons espoirs d'obtenir du soutien politique local. Et j'espère que cette fois-ci, ça va aboutir parce que ce n'est pas compliqué. Ces bateaux dépensent beaucoup d'argent et donc les communautés collectent beaucoup de taxes, mais il faut qu'ils viennent. Pourquoi ça prend tant de temps? Parce que je suppose que ce sont des problématiques qui ne datent pas d'hier, enfin, qu'on ressasse même pour certaines. Pourquoi il y a toujours ces blocages et ces lenteurs dans les changements? Je pense que c'est lié à notre histoire. Et il faut savoir que la Martinique était, quand je parle de certaines des personnes fortunées, ils passaient leurs vacances quand ils étaient jeunes en Martinique. Aujourd'hui, ils ne savent plus où se trouve la Martinique sur le plan, sur la géographie. La Martinique a détruit son industrie touristique internationale. Tous les chiffres le démontrent. Maintenant, nous, timidement, depuis quelques années, cherchons à redémarrer ça avec la croisière, etc. Mais nos mentalités ont un peu évolué, je dirais, se sont un peu éloignées de ce marché. Donc, il faut toute une remise en place pour que le système accepte que voilà, c'est un autre type de clientèle, il faut le traiter différemment, etc. C'est parfaitement possible et on est en bonne voie pour y participer. Il y a beaucoup de choses qui se sont décidées, beaucoup de comités, beaucoup de copiles, ces ateliers par exemple, tous vont dans le bon sens de d'éveiller les consciences que ce potentiel est là. Il faut s'organiser simplement pour les faire venir et donc en bénéficier. Donc effectivement, l'arc antillais bénéficie d'une situation unique dans le monde. C'est un endroit stable. En plus, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit majeur. Les gens se sentent en sécurité. Les îles françaises encore particulièrement, pour plein de raisons. Quel type de problématiques vous rencontrez quant à l'attractivité de vos clients? Alors vous êtes, je vous laisse expliquer votre activité, Dream Yacht. Donc. Oui, je représente Dream Yacht Caribbean qui exerce deux métiers dans le domaine de la location de voiliers, la location pure par des gens qui ont des compétences et les croisières à la cabine. Tous ces bateaux partent pour la plupart directement sur les Grenadines. Le 95% de nos clients vont visiter Sainte-Lucie, Saint-Vincent, les Grenadines. Donc le développement de notre activité sur la Martinique passe principalement par l'attraction que peuvent avoir les Grenadines. Ce que je voudrais dire, c'est le Dream Yacht a des bases Grenadines, Grenade, Antigua, Guadeloupe, Saint-Martin. La Martinique est un petit peu particulière parce que les gens ne viennent pas faire leur croisière en Martinique. C'est la base pour aller dans les Grenadines. Demain, la concurrence qui est en train de se mettre en place pour notre métier en Martinique principalement, est en train de se positionner à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent, où ils sont beaucoup plus proches. Si Dream Yacht monte une base demain à Saint-Vincent,
la base de Martinique va diminuer extrêmement parce que Saint-Vincent est beaucoup plus proche des Grenadines. Et pourtant, donc, la Martinique, c'est une base... alors, c'est une base historique, historique parce qu'il y a pratiquement, pour l'instant, pas encore grand-chose sur Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenade. C'est en train de se mettre en place et de plus en plus, nos clients partiront. Alors, historiquement, on a les avions, on a toute l'Europe, les Français, la clientèle française, la clientèle européenne connaissent la Martinique parce qu'il y a depuis 20-25 ans ce potentiel de bateaux à louer qui est là et qui n'est pas sur les autres îles. Mais actuellement, c'est en train de se déplacer petit à petit avec la concurrence qui se positionne sur Sainte-Lucie, Saint-Vincent. Les sociétés internationales concurrentes ont quitté la Martinique à une époque et sont positionnées dans les autres îles. Et actuellement, la Martinique ne se développera pas plus en termes de potentiel de voilier simplement par le fait que nos coûts d'exploitation sont quasiment du double du même bateau exploité à Saint-Vincent et à Sainte-Lucie. Les concurrents ont quitté la Martinique sensiblement au moment des conflits sociaux Oui, c'était pas dû à ça, mais c'est à peu près à la même époque, mais c'était pas dû à ça, non. C'était les deux concurrentes que je cite sont des sociétés, l'une américaine, l'autre anglaise, ex-anglaise, ex-américaine, parce que maintenant c'est un management allemand, mais ont quitté la Martinique à cause des coûts d'exploitation, des coûts de personnel, des taxes, octroi de mer et diverses taxes variées, et s'installent plus proche de la destination, qui est la destination principale de 90% des personnes qui louent des voiliers aux marins. Ils vont tous dans les Grenadines. Le jour où on offrira la même chose à Sainte-Lucie, Saint-Vincent, il y aura juste un transfert. Ils ne viendront pas en Martinique parce qu'ils ne voient pas la Martinique. Ils descendent directement sur Bécoué pour 90%. C'est pas une petite minorité, c'est la très grande majorité. Si on leur fait la même offre à Saint-Vincent, ils partiront de Saint-Vincent. Pour autant qu'il y ait la possibilité de venir de Hambourg, d'Autriche, d'Italie. Actuellement, les Anglais viennent très très facilement, et beaucoup plus facilement. La clientèle anglaise aux marins est quasi inexistante, parce qu'elle va directement Londres, Sainte-Lucie, Londres, Saint-Vincent, c'est direct, et la clientèle anglaise, elle est dans les îles anglaises actuellement. Alors qu'ici, on a une clientèle allemande, pays de l'Est, qui va plus difficilement. Le jour où elle ira facilement, où il y aura l'offre dans les autres îles, elle désertera la Martinique. Il y a 2000 bateaux de location sur tout l'arc antillais, dont 10%, c'est ça, en Martinique. Qu'est-ce qui fait que vous restez encore ici? Donc effectivement, on a parlé des lignes aériennes qui sont très facilitatrices, donc qui permettent aux gens de venir facilement. Maintenant que les îles voisines ont des aéroports sensiblement internationaux, qu'est-ce qui va rester pour l'attractivité de la Martinique sur un secteur comme pourquoi vous restez? Nous, on reste parce que c'est historiquement la Martinique est historiquement une base de départ. Parce que Dreamyacht, c'est mondial. Dreamyacht a des bases dans le monde entier. On a une base à Grenade qui a été ouverte il y a 1 an. On a mis 5 bateaux il y a 1 an. Aujourd'hui, il y en a 20. L'année prochaine, il y en aura 40. En Martinique, Dreamyacht est devenu gros, pas par du développement interne, on a fait de la croissance externe en reprenant des entreprises en difficulté. Donc on n'a pas augmenté le potentiel de bateaux de Dreamyacht. Dreamyacht a grossi par le nombre de bateaux, mais sur la base du marin, ça n'a pas changé. Pour la marina, il y a toujours autant de bateaux parce qu'on a repris des entreprises existantes. Donc on sera plutôt sur une tendance à la baisse dans notre potentiel actuel, sauf si bien sûr on continue notre croissance externe. Mais on développe beaucoup plus les îles anglaises par les coûts des... Or, il y a un autre point aussi, on a une concurrence assez développée ici, donc du coup on a des prix de location qui sont plutôt tirés vers le bas. Là le voile c'est cher, les bateaux sont chers, les prix de location devraient être en Martinique, plus chers qu'ils ne le sont. La base de Martinique, dans le groupe Dreamyacht, c'est la base
qui coûtent le plus cher en exploitation, et c'est les prix de commercialisation les plus bas du monde. Donc on arrive à un phénomène, on est obligé de se mettre au prix de la concurrence, qui est quand même assez importante en Martinique, avec des coûts d'exploitation les plus élevés. Alors c'est sûr, sans parler des Seychelles où une femme de ménage est payée 100 € par mois, mais même dans des pays, on est basé en Méditerranée, en Croatie, en Grèce, en Turquie, qui sont qui sont pas des pays sous-développés, on a des coûts d'exploitation largement inférieurs à la moitié de ce qu'on a ici. Donc c'est une des problématiques principales. Qu'est-ce qui permettrait du coup de pérenniser une activité comme celle-ci, le support des aides publiques, par exemple? Je pense au renouvellement de la flotte, etc. par la suite. Les aides publiques, elles existent. Il y a la défiscalisation qui diminue d'année en année, mais elle existe quand même. Non, c'est plutôt alors, c'est pas à l'échelon de la Martinique qu'on pourra faire grand-chose. Il y a un point, si, c'est l'octroi de mer. L'octroi de mer, ça, c'est un impôt martiniquais qui n'est pas récupérable, qui est un véritable coût qui augmente le prix du bien de 10% et le consommateur le paye derrière dans la location. Un bateau, c'est comme une voiture. Tant qu'il y aura l'octroi de mer, les prix seront plus élevés de 10% pour l'entreprise. Donc ça, c'est après la création d'une zone franche qui permettrait d'avoir des réductions de charges dues aux zones franches, permettrait d'aider et de diminuer ce coût d'exploitation. Après, c'est plutôt un échelon national qu'un échelon régional. Mais l'octroi de mer et la création d'une zone franche sur le marin pourrait être une des choses qui permettrait d'aider pour le futur. Monsieur Delucy, justement, je vais vous demander aussi de présenter votre activité. Vous aussi, vous comptez sur la venue des pavillons internationaux, naturellement. Alors, Carénanti s'occupe de carénage de bateaux et de réparation navale. Les yachts, évidemment, nous intéressent, mais nous travaillons depuis plus de 20 ans avec la flotte courante. Donc, les yachts sera un plus, mais c'est pas ça, ce ne sera jamais le cœur du métier. Notre souci en matière d'équipement, Eric l'a un peu dit, nous nous heurtons à une vraie lourdeur administrative. Par exemple, nous sommes en train de rénover le carénage maintenant. Ce dossier aboutit après 8 années de combats homériques menés par la ville du Marin pour quelque chose d'une simplicité évidente qui est de moderniser le carénage qui existe depuis 22 ans et de le mettre aux normes environnementales européennes. Pour améliorer un outil de travail existant depuis 22 ans, on met 8 ans. C'est vrai pour les ports. Nous nous heurtons à une administration qui applique chez nous exactement les mêmes principes, les mêmes règlements, les mêmes lois qu'en métropole. La différence, c'est que les Antilles françaises sont en train de s'ouvrir au nautisme. La France est équipée depuis, allons dire, 500 ans, 1000 ans pour certains ports. Nous démarrons. Le bassin de Radoub a 150 ans, c'est le plus ancien ouvrage nautique de la Martinique. Bon. Donc nous avons un retard d'équipement considérable par rapport à l'Europe, par rapport à la France, et on nous applique exactement les mêmes réglementations. Ce qui fait qu'on ne pourra jamais, à ce rythme-là, rattraper le retard par rapport à l'Europe. La Caraïbe autour de nous, qui est notre véritable concurrent, ça a été dit et répété, les bateaux se déplacent très facilement d'une île à l'autre. La Caraïbe n'a aucun problème d'équipement au niveau réglementaire. Leur seul souci, c'est de trouver les sous. Or, comme c'est un métier qui se développe activement, c'est un ensemble de métiers qui se développe activement dans la Caraïbe, les sous arrivent. Les équipements de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent, le Trinidad, etc., c'est peut-être quelques capitaux locaux, mais c'est beaucoup de capitaux internationaux qui viennent s'investir dans ces îles parce que les gouvernements de ces îles ont parfaitement compris l'intérêt économique, l'intérêt en matière d'emploi et facilitent cet investissement. Donc notre premier problème, de mon point de vue, c'est de mettre en place ici une réglementation adaptée à notre problématique de nécessité de rattrapage d'équipement.
En matière de fiscalité, etc., Douglas l'a dit, votre émission était tout à fait claire. Là aussi, il faut une réglementation adaptée à la concurrence voisine. Tant qu'on va nous appliquer une réglementation nationale ou européenne, on sera coincé par la concurrence. C'est d'autant plus regrettable qu'on sait, les chiffres sont tous bien publics maintenant, on sait qu'il s'agit d'un domaine économique en plein développement dans la Caraïbe. En ce qui concerne le carénage, la réparation navale, porteur d'emplois à haute valeur ajoutée. Car les gens qui bossent sur des bateaux, pas seulement les bateaux de luxe, hein, mon souci n'est pas de parler des yachts. Les yachts, ce sera la cerise sur le gâteau, si vous voulez. L'équipement que nous sommes en train de mettre en place à Carène-Antilles, avec un portique qui va lever des bateaux de 440 tonnes dans les mois qui viennent, donc on passera de 60 tonnes à 440, vous imaginez c'est pas pour les yachts, c'est pour les grands bateaux, quels qu'ils soient, les bateaux de pêche, les bateaux de transport, etc. Bon. Bien, tous ces gens qui interviennent sur ces bateaux, ou sur les bateaux que nous avons déjà, c'est de la forte valeur ajoutée, car ce sont des métiers très spécialisés. Donc, dans une île où il y a un chômage endémique considérable, où la jeunesse cherche tous azimuts des boulots sympas, c'est intéressant comme métier, et porteur au niveau salaire, ben, on est coincé en permanence par des réglementations. 25 ans étant d'abricot. Dans quel pays vous voyez ça? 25 ans pour créer un port, 8 ans pour moderniser un carénage. Le port du François, que nous connaissons tous, la marina du François, bah, il y a un potentiel considérable. Alors, non seulement donc, il y a un besoin, il y a un marché, Caraïbes, mais la Martinique présente une géographie nautique géniale. La baie du Marin est somptueuse, la baie de Fort-de-France est une des plus belles du monde, la côte ouest, Saint-Pierre, a un potentiel intéressant également, côte atlantique, le François, le Robert. Bon. Donc il y a vraiment une capacité de développement nautique dans cette île considérable, et on est là pris les deux pieds dans le même sabot, quoi. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il manque pour pousser justement les évolutions réglementaires des forces de lobbying? Qu'est-ce qui fait que ça va aussi lentement? Non, mais quand on discute avec les hauts fonctionnaires ici, on discute beaucoup avec eux, ils nous répondent, et c'est un peu le bon sens, ils nous disent, mais c'est pas nous qui votons les lois, nous appliquons des lois votées par le Parlement. C'est vrai. Donc la problématique n'est pas de dire aux fonctionnaires ou aux chefs de service, etc., vous exagérez, ils appliquent la loi. La problématique consiste à ce que, localement, nous ayons une réglementation adaptée à ce besoin de rattrapage en matière d'équipement nautique. Bon, les fameuses habilitations dont on nous parle beaucoup et qui vont arriver de façon intéressante à la fin de cette année avec la mise en place de la collectivité unique, est certainement un moyen d'arriver à la mise en place d'une réglementation adaptée à notre problématique de rattrapage économique. Nous sommes, en matière nautique, en sous-développement, et il faut rattraper ce retard. Dans l'état actuel des choses, de la réglementation, il serait impossible de recréer un carénage, ou même un port de plaisance. J'en parle souvent avec le maire du Marin, qui est vraiment le moteur de tout ce qui a été fait ici, hein, tout le monde le sait, tout le monde le dit, et on se dit régulièrement, s'il fallait demain matin refaire à Carène-Antilles, ce serait impossible. Donc il y a un vrai problème, si vous voulez. Donc, pour répondre à votre question à nouveau, il faut une réglementation locale adaptée à cette nécessité de rattrapage en matière de développement des infrastructures. Kiff pour la partie fiscale. Bon, moi je veux bien qu'on applique la TVA à Monaco, par Monaco à Nice ou à Marseille, etc. Mais Douglas l'a dit, vous appliquez la TVA sur le charter à la Martinique, eh ben, le bateau fait 2 heures de voile, il est à Sainte-Lucie. Il est peinard à Sainte-Lucie, il n'y a pas de TVA. Hein. Alors, le problème des salaires, en revanche, de mon point de vue, c'est un faux problème, parce que nous avons la chance d'avoir un niveau de vie à la Martinique élevé, un des plus élevés de la Caraïbe, tant mieux.
il ne s'agit pas de dire que nos salaires sont plus élevés que les îles voisines. C'est un fait, c'est une constante, et je dirais que c'est heureux. Ce n'est pas les salaires qu'il faut regretter, c'est l'ensemble des taxes qui entourent le métier. C'est là où il faut que nous arrivions à faire des économies. Il vaut mieux gagner un peu sur chaque bateau, ou sur chaque travaux, sur les bateaux, etc., que de massacrer à hauteur de TVA, d'octroi de mer et compagnie, qui font que les bateaux s'en vont. Douglas Rapier, je crois que vous vouliez réagir. Oui, je dirais je vends la Martinique. Dans l'industrie que je travaille, je suis connu comme Monsieur Martinique. Je connais pas mal les îles. Je viens d'ailleurs, comme vous avez entendu par mon accent. Il faut qu'on prenne conscience qu'on a probablement la plus belle île dans les Caraïbes. Nous avons, comme Alain a dit tout à l'heure, un coût d'infrastructure d'exploitation qui est plus élevé que les autres îles. Mais cette coût d'exploitation est le plus élevé nous pousse logiquement vers des marchés à plus forte valeur ajoutée. Et je cite un simple exemple, les paquebots de croisière ont recommencé à fréquenter la Martinique et en parlant avec des taxis que j'utilise, un commentaire qui revient très souvent des clients, la Martinique, ils sont tous surpris, c'est propre, c'est joli à voir, ils s'y attendaient pas par rapport aux autres îles où souvent ce n'est pas le cas. Bon, c'est un business peut-être plus de forte valeur ajoutée que c'était, mais dans le milieu de voile d'une manière générale, il faut avoir 2 sous dans sa poche pour avoir un bateau. Donc ces gens-là sont naturellement, d'une part, capables d'apprécier une infrastructure. Souvent, ils ne sont pas forcément les plus jeunes, donc notre système social, notre système de santé, par exemple, est particulièrement prisé. Et nous avons des atouts considérables à vendre, et qui sont appréciés et qui sont reconnus. Le problème, c'est que, on ne va pas trop le répéter, mais si on ferme la barrière fiscale qui fait en sorte que par rapport aux pratiques ailleurs, on les décourage de venir, ils ne viendront pas. Mais une fois sur place, je m'en souviens, en 2010, l'industrie m'avait donné un 60 mètres pour découvrir la destination de la Martinique, tellement que ce n'est pas connu dans ce milieu. Et c'était en parlant avec un des agents qui vend des charters, elle m'a dit, écoutez, après cette visite, je vois qu'il y a de quoi faire 3 jours à la Martinique sans problème. Elle est belle, on se sent en sécurité. Je suis sûr que le propriétaire du yacht aimerait avoir son avion privé ici, à Aimé César, gardé par les gendarmes. Mon problème aujourd'hui, c'était à l'époque, mon propriétaire ne sait pas où se trouve la Martinique. C'est tellement quand je parle du fait qu'on s'est effacé du monde international. Donc, on est déjà effacé du monde international. Si en plus on ferme la barrière fiscale, personne ne va venir. Et après, quand les personnes viennent, il y a aussi la problématique du projet culturel qui accompagne. C'est-à-dire qu'on peut faire le plus grand ponton du monde. Ça ne suffit pas, l'infrastructure. Ça doit être prolongé par un projet d'attractivité culturelle. Tout à fait. Moi, c'est en train de faire. Ce bâtiment a eu beaucoup de peine, un peu comme le carénage. Il a mis aussi 8 ans de combat pour qu'il existe. Il est ce qu'il est. Il est en train de prendre forme. On commence à avoir des restaurants. Je viens de croiser un capitaine que j'ai connu il y a 2 ans. Il m'a dit, ça a changé. C'est quand même sympa. On a des choses à faire. Donc, mais il faut savoir, dans le milieu de yachting, il y a plusieurs marchés. Il n'y a pas simplement le client haut de gamme dont tout le monde rêve parce qu'on veut voir Tiger Woods ici. Ces gens-là vendent dans des endroits bien particuliers. On ne peut pas, aujourd'hui en tout cas, rivaliser avec ce genre d'endroits, style Saint-Barth, etc. Par contre, là où il faut savoir qu'un bateau se répare continuellement. C'est des budgets colossaux d'entretien d'un bateau. Et tous les systèmes portuaires comme la nôtre, les îles comme la nôtre, qu'est-ce qu'ils cherchent à avoir, que ces bateaux viennent et restent. Parce que les équipages dépensent, ils réparent, et le savoir-faire technique de la Martinique, je peux vous dire, est reconnu. Malheureusement, Thierry Larcher n'est pas venu, mais le bassin de Radoupe a déjà reçu plusieurs yachts qui sont quand même assez exigeants. Je m'en souviens des commentaires, on est stupéfait par le professionnalisme. Les gens sont là à l'heure, ils partent pas au repas, ils finissent le boulot avant pour que la prochaine équipe puisse continuer et nous, on ne soit pas retardés. Ils prennent pas nos outils, ils viennent avec les outils. Dans la plupart des chantiers, ils demandent des outils au yacht, en plus, ils les rendent jamais.
des petites anecdotes je n'ai vécu ici, des yachts qui ont fait Porto Rico, la réparation n'était pas faite, Saint-Martin, la réparation n'était pas faite. Ici, j'ai fait intervenir un technicien du marin connu et enfin, c'est réparé. On a un savoir-faire développé grâce à tous les efforts de toutes ces entreprises, Alain, la marina, etc. Et maintenant, il s'agit de le vendre. Et de le vendre à sa juste valeur, à des gens qui savent l'apprécier. Il suffit d'ouvrir les portes. Pour les coûts d'infrastructure, il est clair, il existe, il y a la conférence tout à l'heure qui va en parler, il y a la zone franche d'activité qui a été votée par le précédent président pour les DOM. Malheureusement, le nautisme a été exclu de cette logique, mais il est clair qu'on a techniquement à disposition la solution qui pourrait faire baisser nos coûts et nous rendre plus opérationnels et faire en sorte qu'Alain fait revenir les bateaux. Là, maintenant, c'est une bataille, comme on disait tout à l'heure, avec les politiques qui s'engagent auprès de nous. Et c'est un peu l'objectif, entre autres, des ateliers de la mer, c'est justement de porter cet éveil et que cette demande soit entendue. À 18h, une conférence sur les zones franches par l'expert Claude Gelbrat, qui est déjà là. Monsieur Delucy, vous vouliez compléter? Ouais, quand je parle de réglementation spécifique, pas de malentendu, je ne demande pas une réglementation laxiste. En matière de nautique, la protection environnementale est déterminante. Et c'est devenu d'ailleurs une valeur ajoutée. Les gens de bateau sont de plus en plus concernés par l'océan, la protection marine, ils sont prêts à payer plus cher s'ils viennent dans un carénage ou dans un port parfaitement équipé, vous voyez. Donc il ne s'agit pas de dire on va ouvrir les vannes et laisser faire n'importe quoi. C'est pas ça le débat. Hein. Le débat, c'est de dire la Floride est un bon exemple, la Californie est un bon exemple, Monaco est un bon exemple. Quand vous baladez sur le port de Monaco, où il y a des dizaines de bateaux somptueux, vous regardez l'eau, elle est translucide, parce que tous les moyens de protection environnementaux ont été mis en place. Donc il ne s'agit pas là de dire on va ouvrir les vannes et laisser faire n'importe quoi. Il s'agit de dire on a des objectifs de protection environnementaux précis, maximum, niveau européen, mais on favorise la mise en place d'infrastructures en permettant à des investisseurs, locaux ou étrangers, d'investir à travers des autorisations rapides, à travers une instruction des dossiers administratifs rapides. Vous voyez, c'est ça qui nous bloque. C'est la longueur des autorisations et les complications qu'on nous organise au fur et à mesure du débat de l'opération. Hein, c'est ça, il faut être précis. Hein. Pas de laxisme, mais pas faciliter les opérations. Je comprends bien. La Martinique a quand même, donc on a évoqué là quelques atouts, une technicité, un statut social, enfin un système social qui est extrêmement confortable pour les touristes qui viendraient. On va revenir dans le domaine du tourisme plus spécifiquement avec vous, monsieur. Donc vous disiez que vous aviez deux offres. Une offre sur la location de bateaux où je crois qu'il y a 90% d'étrangers en fait qui louent et très peu de Français, donc finalement le ratio c'est 90-10. Sur une offre croisière cabine, en fait, le ratio s'inverse. Je crois que vous avez 30% d'étrangers, 70% de Français, et j'ai cru comprendre que cette offre était assez spécifique à la Martinique. Pourquoi elle est développée ici, et cette offre, elle pourrait ne pas partir justement parce qu'elle est spécifique à la Martinique? Oui, elle est spécifique à la Martinique parce qu'elle a été développée auprès d'une clientèle française, principalement. Donc la clientèle française, les avions viennent en Martinique, les bateaux, la marina du marin permet de démarrer ce genre d'opération. Donc effectivement, petit à petit, on s'ouvre aux Italiens, aux Allemands, mais la commercialisation d'un produit comme ça est beaucoup plus complexe. C'est un produit cadré avec donc bateau avec équipage, nourriture. Donc c'est un skipper, hôtesse français, une nourriture plus moitié antillaise, moitié française. Donc on a beaucoup plus de mal à toucher une clientèle étrangère. Donc c'est la raison pour laquelle c'est 70% c'est français. Maintenant, on peut faire la même chose. On fait la même chose à Saint-Martin, on fait la même chose à Tortola, on fait la même chose à Grenade, avec une clientèle américaine
un équipage américain. Les Américains sont très proches, donc viennent plus facilement, mais ils viennent à Saint-Martin et à Grenade parce que les avions atterrissent directement, facilement, tous les jours, avec des choix de rotation, ce qu'on n'a pas ici en Martinique. Comme ce sont des voyages organisés, c'est départ tel jour, retour une semaine après tel jour, donc les avions, c'est soit principalement le samedi, et ben le samedi, il n'y a pas d'avion américain qui atterrit, donc on ne peut pas faire venir une clientèle américaine. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, et puis la commercialisation, ça passe par des tours opérateurs, c'est plus difficile à vendre que de la location de bateaux, parce qu'un bateau qui soit loué ici aux Seychelles ou en Grèce, c'est le même bateau, donc c'est une commercialisation faite par l'intermédiaire d'agents étrangers qui est plus facile. Donc c'est la raison pour laquelle notre clientèle est essentiellement française dans ce métier. Est-ce que vous trouvez facilement des ressources humaines qualifiées, évidemment? Facilement, c'est pas le mot. On en trouve, oui, mais facilement, non, c'est pas le mot. La plupart de mes employés ne viennent pas de Martinique. C'est pas facile à trouver ici. J'ai besoin de professionnels du bateau dans les domaines comme la mécanique, l'électricité, mes bateaux, et il n'y a pas de réelle formation professionnelle qui permette ici d'avoir du personnel martiniquais. Dans les bureaux aussi, dans tout ce qui est comptabilité, bureau, gestion humaine, on a principalement des personnes ici parce qu'il y a des BTS comptables, il y a des écoles comptables, donc on n'a aucun problème avec ça, mais dans l'entretien des bateaux, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a sans doute des évolutions aussi à faire en termes de formation professionnelle aussi pour... Oui, il y a des lycées professionnels qui font de la maintenance bateau, mais c'est pas assez poussé pour que les gens soient... Et puis après, ça veut dire quoi? C'est de commencer avec des jeunes en tant que... comment dire, les apprentis. Dans un bateau, c'est compliqué. Un bateau, vous voyez, sur un ponton, il y a 10 bateaux d'un côté, 10 bateaux de l'autre. L'apprenti, dans un atelier, on peut aider l'apprenti à travailler parce qu'il est autour d'une machine, d'une voiture ou d'un outil. On peut passer, en visiter plusieurs. Quand il est dans le fond de cale d'un bateau, si l'autre apprenti ou son maître et dans un autre bateau, c'est compliqué. Et il y a des bateaux où on ne peut pas aller à deux dans une cale moteur, donc l'apprenti, il reste à l'extérieur à ne rien voir de ce qui se passe. Donc c'est compliqué. C'est une problématique que soulevait ce matin, je crois, Michel Durand, d'EDF, dans la table ronde sur l'énergie. Bon, là, c'est spécifique au bateau. C'est très difficile de former quelqu'un parce que quand j'ai une équipe d'une dizaine de techniciens, ils sont répartis sur 10 bateaux différents à 20, 30, 40 mètres les uns des autres. C'est un petit peu... Donc, ils doivent être autonomes dans un métier. On les forme, on forme des gens nous-mêmes qui ont une base technique intéressante et que l'on développe et que l'on forme nous-mêmes. Très bien. On va peut-être que dans la salle, il y a des questions. Monsieur GPLMN. On vous amène... Alors, je vais peut-être pas pallier à l'absence de Monsieur Larcher, mais moi je gère le bassin de Radoub, donc côté Grand Port Maritime. Donc le Grand Port est propriétaire du bassin de Radoub et a donc fait une convention d'occupation temporaire à l'entreprise ENA. Donc je vais pouvoir en parler un petit peu. Alors déjà, je vais un peu parler des atouts du bassin, qui est un bassin qui est capable d'accueillir des très grands navires. Dans la Caraïbe, les autres formes de cette taille sont à plus de 1000 milles nautiques, donc il y a une capacité d'accueil qui est assez unique. Il y a aussi une technicité qui est certaine. Maintenant, si on veut parler plus des choses à développer pour adresser le marché de la très grande plaisance,
Je dirais qu'il y a encore des efforts à faire dans l'amélioration de l'infrastructure, dans la polyvalence des métiers proposés. On a affaire à des clients très exigeants qui attendent un niveau de prestations très élevé dans plein de métiers différents. Donc le Grand Port est dans la démarche de favoriser ce secteur de la réparation navale. Et donc l'objectif, c'est un peu de rentrer dans le cercle vertueux en fait, où on peut proposer tous les métiers possibles et du coup on est capable d'attirer ces clients-là et ça crée donc ce cercle vertueux qui est capable de répondre à cette demande-là, quoi. Donc on travaille avec Monsieur Larcher, avec ENA pour moderniser les installations. Donc le Grand Port a une enveloppe de 3 millions d'euros sur 5 ans là, sur le bassin de Radoub, notamment pour la mise aux normes environnementales. Donc moi je suis content que vous ayez corrigé vos premiers propos, monsieur Debussy. Moi je pense que la protection de l'environnement, ça doit être un atout de la Martinique. La rade de Fort-de-France est une des plus belles du monde, mais il y a quand même des taux de pollution à certains endroits qui sont importants. Il faut qu'on arrive à mettre les installations aux normes et à proposer du coup des services qui soient justement irréprochables. Alors bon, on n'est pas encore, on est encore loin d'être irréprochable, mais à tendre vers ça. Donc voilà, donc c'était simplement pour faire cette remarque-là sur la capacité de la Martinique à attirer ce marché-là de la Grande Plaisance, que la Grande Plaisance prenne l'habitude de venir faire des escales techniques, soit régulières, soit d'urgence éventuellement. Il y a beaucoup de grands yachts qui, la plupart, rentrent en Europe pour faire leur refit, pour faire leur escale technique. Donc il y a un marché qui existe avec un vivier d'emploi qui est assez important, directement avec tous les métiers concernés, qui sont assez variés. Ça va des turbopropulseurs jusqu'à la sellerie ou à la bénisterie. Et après, il y a toute l'hôtellerie qui va derrière, tous les services de sécurité. Enfin, il y a vraiment un bassin d'emploi à développer. Et donc, dans les projets stratégiques du Grand Port, c'est une des priorités, un des axes qui est développé. Voilà. Rapier va réagir. Oui, je dirais que la Martinique est particulièrement bien placée du fait du bassin de Radoub et que ce que nous allons bientôt avoir, qui est le carénage entièrement renouvelé ici, à partir du fait, comme vous l'avez également dit, la technicité est reconnue et elle est de qualité. Par contre, adresser de nouveaux marchés implique une certaine souplesse de la part du bassin de Radoub, qui veut dire par exemple une deuxième porte. Je ne suis pas sûr que les 3 millions d'euros va souffrir. Donc je pense qu'il faut, et c'est le sens aussi de cet atelier, qu'on dépasse les stades des paroles, parce que c'est des paroles que j'ai entendues il y a 5 ans aussi. Maintenant, ça a été long et dur ici, comme Jean-Louis Delucy l'a décrit. On arrive à l'avoir. Il nous faudra un bon temps pour améliorer pour les yachts. Ça, c'est un programme qui est prévu et sans doute, je sais, le maire y tient, donc ça viendra une fois que le carénage est terminé. Mais je vous encourage au niveau du bassin de Radoub de travailler dans ce sens-là. Parce que nous avons un offre qui est parfaitement cohérent avec notre situation de mer que Jean-Louis a bien décrit tout à l'heure, notre technicité, et nous avons une île de 400 000 personnes qui fait qu'il y a énormément de choses disponibles en Martinique qui n'existent pas, même pas à Saint-Martin par exemple. Le fait que Decathlon existe est considéré comme un avantage. Le fait que M. Bricolage existe, tous ces bateaux utilisent les outils industriels qu'on a dans nos maisons, etc. Donc,
toute cette offre, y compris, nous avons une machine qui peut couper l'acier avec de l'eau en Martinique. Donc il y a un potentiel qui n'attend que nous mettons des actes à la place des paroles pour qu'on puisse réellement tourner cette industrie, parce que le milieu du yachting, c'est un milieu sérieux. Des gens ne s'intéressent pas à des paroles, ils jouent sur pièce. Si elle est bonne, ils en parlent à des copains, ils reviennent. C'est comme ça se passe. C'est vraiment le VHF. Et nous avons réellement une opportunité pour qu'on décide une véritable politique de développement par la mer en matière d'attractivité vers le yachting en général, peu importe la taille du bateau. Donc je vous encourage vivement de continuer dans ce sens-là. Alors, monsieur Olivier Mornay, le directeur de la mer. Merci. Je vais être bref. Bon, d'abord, je ne représente pas l'État, je parlais au nom simplement de ma direction, et non pas au nom des douanes ou de la direction des finances publiques, qui peut-être dans cette salle est représentée, je ne sais pas, mais ce sont des acteurs de l'État qui sont très importants, surtout en matière de fiscalité. Cette direction de la mer, comme vous le savez, elle agit principalement dans 3 domaines à la faveur du yachting, à savoir la formation des équipages et l'embarquement, ce qui en soi constitue un sujet d'une table ronde, mais on ne va pas développer. Sur, évidemment, le balisage, les aides à la navigation, le mouillage, et enfin, ce que les navigateurs connaissent tous, c'est-à-dire la permanence du sauvetage en mer à travers le Cross Antilles-Guyane, qui, je vous le rappelle quand même, est un service qui fonctionne H24 sans faille, avec des moyens uniques dans la Caraïbe, pour aller au-devant des difficultés rencontrées éventuellement par les navigateurs. Ce qui ne veut pas dire que c'est une assurance, naturellement. C'est ni une option. Hein. C'est vraiment en cas de force majeure qu'on fait appel au Cross Antilles-Guyane. D'ailleurs, je dois dire que la compétence du Cross s'arrête au-delà de Sainte-Lucie. Dès qu'on est à Saint-Vincent, c'est fini. Hein. Là, vous vous adressez à Trinidad au Venezuela et good luck. Donc les loueurs le savent. Autant dire que quand les loueurs confient à un de leurs clients un bateau, je pense qu'il est normal que la caution soit conséquente. De toute façon, elle ne couvrira jamais le coût du bateau. Alors faut-il encore qu'il soit bien assuré et avec un navigateur à minima qui sache conduire un bateau qui coûte entre 400 000 et parfois 1,5 million d'euros, hein, ou plus. Bon, voilà. Alors s'agissant de faire progresser le nautisme, je crois qu'il ne faut pas aller dans l'autoflagellation ni dans l'autosatisfaction. Il y a, et ça a été dit, un certain nombre d'atouts, on ne va pas y revenir, mais il y a des pistes de progrès réelles qui peuvent, à mon sens, donner une accélération au nautisme. Mais ce n'est pas l'affaire seulement de l'État et de l'administration et de la réglementation. Je pense que c'est l'affaire de tous et que tous puissent tirer dans le même sens de façon à avancer au bénéfice de l'activité du yachting. Alors je parle évidemment de l'autorité portuaire, qui est évidemment qui est la commune, même si elle délègue, puisque c'est elle qui décide des financements quand il s'agit d'aménager un quai et non pas de construire un port. Construire un port, c'est vrai, avec la loi littorale, ça n'est plus possible. Les temps abricots, je crois que là on a déclenché le pompon de façon anecdotique. J'ai connu ce dossier en 1992 pour le retrouver à l'inauguration l'année dernière. Mais là, je pense qu'on a fait très fort. Heureusement, ça n'a pas été le cas de tous les ports de plaisance. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai, la réglementation, notamment environnementale, et dès qu'on touche au littoral, est extrêmement contraignante, avec les études d'impact, avec les enquêtes publiques, etc., etc., et notamment pour éviter les conflits d'usage, tout le monde le sait. En revanche, les infrastructures légères, et ça a été cité, donc les balisages, les plans de balisage, les zones de mouillage organisées, et je crois que la commune du Marin a étendu sa superficie portuaire. Ça a mis 3 ans déjà, pour avoir l'arrêté, c'est déjà pas mal. Bon. Mais maintenant qu'on a une superficie, je crois, qui permet d'agir, déjà il y a un obstacle juridique qui a été levé, c'est déjà pas mal, ça a l'air de rien. Il y a aussi une étude qui a été conduite, je crois avec satisfaction, et donc là maintenant je crois savoir que, en tout cas mes services sont sur les starting blocks pour pouvoir rapidement étudier la proposition de la commune du Marin pour qu'on ait un espace maritime valorisé avec un usage rationalisé, hein, et évidemment ce qui signifie sécurité,
et puis aussi, est aussi revenu, ressource, à travers cette notion de halte nautique. Hein. Vous êtes sur un mouillage, vous êtes sécurisé, vous êtes sûr que le bateau il va tenir, vous avez des services, et ça crée de l'emploi, et vous les avez cités. L'autorité portuaire, donc, mais aussi, et naturellement, c'est le fait des entreprises, à travers des investissements. On sait, et M. Douglas Rapier le sait très bien aussi, qu'il peut y avoir des investissements privés qui peuvent se substituer, ou en tout cas aider à l'installation d'équipements qui favorisent l'accueil de bateaux qui actuellement ne peuvent pas être accueillis du fait de manque de place ou d'infrastructures. Il en va aussi de la qualité des prestations de services des entreprises du nautisme, ici, sur la place du Marin ou ailleurs. Eh bien, on sait qu'on a quand même un savoir-faire. Il est reconnu par les clients, notamment en matière de voilerie, parfois de sellerie, et je ne cite pas tous les corps de métier qui peuvent éventuellement être représentés dans cette salle. Mais autre chose aussi, et c'est l'affaire de tous, c'est quand même la qualité de l'accueil. Effectivement, nous le savons tous, nous sommes dans une zone de concurrence forte au sein de la Caraïbe. Plus l'accueil est excellent, plus le client a envie de revenir. Mais ça n'empêche pas que nous ne pourrons pas nous opposer à l'attractivité des Grenadines, sauf malgré tout à observer une certaine résistance, précisément au fil des ans, en faisant en sorte qu'autour de la Martinique puissent être prévues des haltes nautiques, c'est-à-dire des zones aménagées qui puissent être accessibles relativement facilement par le navigateur occasionnel, pour qu'une fois de plus, on ait l'option, oui, de partir dans le sud, mais peut-être aussi de faire le tour de notre île, qui, et ça il faut le dire, et répéter, ça a été déjà dit, mais est d'une richesse patrimoniale et culinaire d'exception. La French Touch, ça marche, mais il faut la valoriser. Voilà ce que je voulais dire, simplement que je crois que la Martinique a des atouts, elle a des handicaps. Je pense que si tous les acteurs de la communauté maritime et portuaire, dont les collectivités locales et naturellement l'État, se mettent ensemble pour travailler, je pense qu'on y arrivera. La fiscalité, c'est un sujet qui doit effectivement être abordé, mais au niveau national. Monsieur, à moins qu'il y ait une réaction, je passe. Voilà, Monsieur François Collat de la mission des aires marines protégées. Pardon. François Collat, je vais d'abord parler sans mon titre, à titre de citoyen et de touriste en Martinique, car j'ai fait une croisière en partant du Marin pour aller jusque dans les Grenadines, et franchement, je le conseille à personne. Parce que le niveau de prestation des professionnels était, enfin du professionnel, ça ne veut pas dire que c'est celui des professionnels de la Martinique, était très mauvais. Ça, c'est un premier point. Mais bon, j'ai peut-être pas eu de chance. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que, et ça a été répété encore par monsieur le directeur de la mer et par beaucoup d'entre vous, c'est que la Martinique, c'est beaucoup plus beau que les Grenadines, que Saint-Vincent. C'est absolument indiscutable. Et je regrette vraiment d'avoir fait cette croisière, effectivement, parce que, voilà, moi, j'ai pas été satisfait. Donc, je pense qu'il faut défendre l'aspect Martinique. Et maintenant, je reprends ma casquette de l'Agence des aires marines protégées. Je suis ici pour la création d'un parc naturel marin. Je pense qu'effectivement, il y a un environnement en termes d'écosystèmes, de biodiversité, de paysages qui est absolument extraordinaire en Martinique, et il y a encore de beaux restes en tout cas, et surtout au niveau marin. Au niveau littoral également, parce que je suis désolé, mais dans le sud, dans le sud, c'est-à-dire à Saint-Vincent et à Sainte-Lucie, le littoral se dégrade à très 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 grande vitesse. On bénéficie ici, pour quelqu'un qui arrive de métropole comme moi depuis 2 ans, des 50 pas géométriques qui ont pu préserver encore dans de nombreuses zones un littoral de qualité, et on a encore aujourd'hui les salines
par exemple, et bien d'autres coins. On a le Prêcheur, pour ne citer que 2 points opposés de la Martinique, qui sont de très très grande qualité. Et je ne suis pas sûr qu'on retrouve une telle variété de paysages et dans un tel état de bonne qualité dans toutes les îles. Voilà, ça c'était un point que je voulais dire qui est très important. Et le tourisme, demain, ne pourra vraiment perdurer et se développer, mais je l'ai déjà entendu autour de cette table à l'instant, donc je ne m'inquiète pas, que si on fait un effort de protection de l'environnement et qu'on garde notre environnement dans cette qualité-là. Au moins, si possible, même en le faisant revenir, quand il s'est dégradé, on sait qu'il y a des zones quand même, comme la baie de Fort-de-France, effectivement, où tout n'est pas parfait. Et la baie du Marin aussi. Merci. Merci à vous. Vous voulez réagir à l'une ou l'autre des interventions ? Oui. Je voudrais dire un petit mot sur la langue anglaise, par exemple. Est-ce qu'il est envisageable de développer le nautisme international alors que la population ne parle pas anglais et que rien n'est fait pour favoriser l'apprentissage de l'anglais? À Carré d'Antilles, depuis 1 an, on essaye de mettre en place une formation professionnelle à l'anglais pour préparer l'arrivée des yachts ou des gros bateaux en fin d'année. Ben, on n'y arrive pas. Pourquoi vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire? Parce que c'est une complexité extrême, parce qu'on est mené en bateau, sans jeu de mots, par toute une série d'organismes, de pseudo-formations professionnelles, qu'on cotise à tous les fonds, mais que quand il s'agit de mettre en place la formation professionnelle, on nous répond systématiquement « oui, dans 1 semaine, le mois prochain, etc. » Et nous arrivons au mois de mai, je voulais démarrer ça en janvier, nous arrivons au mois de mai, on n'a toujours pas mis en place notre formation professionnelle. Petit détail, certes, on va y arriver, évidemment, mais allons se dire qu'une des idées fortes de la future collectivité, ce sera de rendre l'anglais tout à fait obligatoire, mais de façon courante, pas seulement à l'école, de façon courante. C'est indispensable que la population parle anglais pour faire du tourisme. Une autre question? Ou un témoignage, une intervention, je vous en prie. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Donc, moi je fais un témoignage par rapport à ce que j'ai entendu à l'instant. Il y a un monsieur qui a parlé de Saint-Vincent et des Grenadines. Saint-Vincent et les Grenadines vont devenir bientôt un concurrent pour la Martinique quand l'aéroport Arguil Airport va ouvrir. Ça, il faut qu'on en prenne conscience. Nous, on en parle tout le temps. Moi, je travaille à l'aéroport. Et le jour où l'aéroport international de Saint-Vincent va ouvrir, on prendra une grosse calotte. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des commerciaux que je vois passer à Fort-de-France, parce qu'il y a beaucoup de gens qui transitent à Fort-de-France, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de représentants de compagnies aériennes. Et à Saint-Vincent, vous avez une institution qui s'appelle Moustique Company. Et eux, ils travaillent déjà sur la commercialisation de l'aéroport de Saint-Vincent de Grenadines. Enfin, l'aéroport Arguil Airport. Aussi en Martinique, par rapport à ce que je fais comme activité, on a beaucoup d'étrangers qui passent. Le pays est magnifique. Ils comparent le nord par rapport au sud, le sud par rapport au nord. Quand ils repartent en jet privé, quelquefois le matin, en fonction de la destination, avant de monter dans l'avion, ils regardent autour d'eux, ils profitent du soleil quand nous sommes en hiver et disent que vous avez de la chance d'habiter dans un pays magnifique comme la Martinique. Et je crois que le problème que nous avons, c'est notre réactivité, c'est-à-dire prendre des décisions en matière d'accueil, d'infrastructure. Et les Anglais, je ne sais pas, en 15 jours, ils peuvent vous mettre des cocotiers, des bougainvilliers. Et ça c'est toute la différence, c'est-à-dire l'exotisme, ce qu'on n'arrive pas à mettre en place ici. Et je crois qu'il faut qu'on réagisse. Et on a aussi un problème dans les îles anglaises, quand un jet privé se déplace, il y a ce qu'on appelle les slots, c'est-à-dire les autorisations. Dans les pays anglais, il n'y a jamais d'autorisation pour un jet privé. Le client vous appelle, par exemple vendredi, le lundi, il est déjà à Barbade ou à Antigua, ou etc. Chez nous, il faut envoyer une autorisation à l'aviation civile. C'est vrai que ça a un peu changé, mais pour les jets privés, quelquefois, il faut attendre 1 semaine, 15 jours,
que l'aviation civile étudie le dossier. Et ça c'est néfaste pour nous, c'est négatif. Pourquoi? Parce que, bon, entre-temps, le client, il a déjà pris une décision d'aller soit à Antigua, à Barbade, à Grenade. Et ça, il faut que ça change. Je sais que l'aviation civile essaye de faire des efforts, mais par exemple, les Américains qui vont à Paris, ils n'ont pas ce problème. Ils décident d'aller, le lendemain, ils sont au Bourget. Donc ici, par rapport à notre environnement, c'est-à-dire la concurrence, il aurait fallu qu'il y ait des solutions, c'est-à-dire que les élus, enfin, il y a ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques, il faut que, bon, ils trouvent des solutions pour nos départements. Et puis je termine avec ça. Chaque année, aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle le National Business Aircraft Association, qui se déroule au mois d'octobre et novembre dans une grande ville des États-Unis. Il change à chaque fois. Et il y a un rendez-vous mondial, c'est-à-dire de tout ce qui est avion privé du monde entier et tout ce qui est méga yacht. Donc cette année, on a la chance parce que pour la première fois, la SAMAC s'est déplacée. Donc ils ont vu ce que c'était comme salon. Et au mois de mai, vous avez EBIS qui se passe à Genève. C'est le rendez-vous, c'est le même rendez-vous, mais pour tout ce qui est Europe, c'est-à-dire chinois, russes, etc., etc. Et dans ces rendez-vous, il faut aller sur place pour voir comment les îles de la Caraïbe, Antigua, se déplacent avec des steelbands, etc., des couleurs, et puis ils vendent leur aéroport, ils vendent les ports, ils vendent tout ce qui est jet privé. Et quand la saison arrive, quand vous vous déplacez dans les îles, vous voyez la différence. Et nous, on est toujours à la traîne. Mais je reste persuadé que ça va changer parce que déjà, cette réunion, c'est déjà une très bonne chose. Et j'espère que tous les acteurs qui sont là pourront motiver nos responsables politiques pour que ça puisse bouger et puis qu'on puisse en tirer tous profit. Tous profit. Et puis, la dernière chose, excusez-moi, je suis très long, mais monsieur de Lucie, vous avez parlé justement de la formation. Bon, comme je suis souvent en contact avec les îles anglaises à Saint-Vincent, le gouvernement de Saint-Vincent, j'ai remarqué qu'ils envoient tous les jeunes en Suède, je sais pas, dans des pays, ils font ça, ils ont des formations, c'est-à-dire il y a des privés qui payent des formations sur le tourisme haut de gamme, et quand les jeunes reviennent là-bas, j'en ai suivi quelques-uns, ils sont à des postes clés, c'est eux qui ramènent cette clientèle, enfin, et ils font tout pour garder ces clients. Merci de votre attention, et puis j'espère qu'on va pouvoir avancer tous ensemble. Merci. Merci. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une dynamique de changement, ça se ressent. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Même sur la problématique de la langue, qui est effectivement extrêmement importante. Quand on va dans les îles voisines, même dans des pays très pauvres, où ils n'ont pas de formation, comme Haïti par exemple, j'ai été surprise en Haïti, beaucoup d'Haïtiens parlent 3 langues, le français, l'espagnol et l'anglais. L'espagnol par la proximité avec Saint-Domingue, l'anglais par nécessité faisant loi, et le français. Donc ils ne prennent pas de cours, mais il y a une impulsion, enfin il y a une nécessité qui dicte à la population, je ne sais pas trop comment, d'apprendre des langues, et on se retrouve avec beaucoup de personnes en fait qui sont trilingues. C'est assez impressionnant. Quadrilingue, pardon, parce qu'il y a le créole, première langue d'Haïti, évidemment. Je vais parler d'Haïti, justement, mon assistant. C'est une Haïtienne. Et là, elle est repartie parce qu'elle a trouvé du travail ailleurs, c'est-à-dire qu'elle a profité de l'expérience de notre boîte. Mais c'est vrai qu'elle avait une approche qui faisait que la clientèle étrangère, bon, ça suit. Et on a vraiment besoin de ça, de jeunes qui ont ce côté, c'est-à-dire qui anticipent, qui prennent des décisions. Voilà, la réactivité, c'est ça, la réactivité. Et on a vraiment besoin de ça à la Martinique, la réactivité. On prend la décision tout de suite pour pouvoir faire avancer les choses. Merci. Et puis j'espère qu'on aura aussi des jeunes qui vont vraiment prendre, c'est-à-dire occuper les espaces pour faire avancer nos entreprises. On en a besoin, vraiment, vraiment, vraiment. Merci pour votre témoignage. Une autre intervention ou une conclusion de nos intervenants? Il est presque 18h. Il y a la conférence. Vous restez, je suppose, pour la conférence sur les zones franches, tous. Est-ce que donc pas de questions? Bon, on va conclure. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de donner le mot de la fin? Douglas?
Non, je crois qu'il faut quand même rester positif après un tel bilan. Et je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit le président de Contact Entreprise ce matin, qu'on peut faire 10 fois mieux. Et ça, je crois que dans les 15 ans qui viennent, ça me semble un objectif tout à fait réalisable. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, le tourisme nautique, si vous voulez, en termes de retombées économiques, je ne parle pas en termes de flux, c'est quand même nettement supérieur au tourisme de croisière. On reçoit 4 fois moins de personnes, mais la dépense est peut-être 10 fois plus importante. Donc, je veux dire, tout ça sont des signes importants, encourageants, et que si on est d'accord sur ce qui a été fait, je pense qu'il faut l'amplifier sur les 10 prochaines années et se donner l'objectif de 10 fois plus. Merci beaucoup pour cette conclusion cette projection, plus qu'une conclusion d'ailleurs, extrêmement positive. Donc on va poursuivre les échanges avec une conférence donc, sur les zones franches. On fait une très courte pause, si vous ne voulez pas rester trop tard, et on reprend dans 8 minutes.